En 2025, deux chiffres ont bouleversé l'équilibre commercial mondial. Les 300 milliards de tarifs américains et les 100 milliards d'exportations africaines annoncées ont déclenché une recomposition silencieuse dont les effets, pourtant discrets, redistribuent déjà les rapports de force entre continents et redéfinissent les trajectoires productives qui semblaient figées depuis des décennies. Mais que signifie vraiment ce basculement global pour Ibrahim Traoré et pour toutes celles et ceux qui voient leur quotidien lié aux chaînes de valeur en mutation? Un virage qui reprogramme la souveraineté. Les tensions tarifaires qui ont éclaté au début de 2025 ont installé une nouvelle règle du jeu économique. Produire plus près, produire plus vite, produire et avec contrôle. Ce récit propose une promesse simple mais cruciale. Comprendre ces déplacements de chaînes de valeur permet d'anticiper les hiérarchies industrielles des 10 prochaines années. Ce n'est pas une intrigue abstraite, c'est une histoire que chaque choix logistique, chaque réouverture d'usine et chaque réorientation maritime devient un levier qui reconfigure les territoires productifs, en particulier ceux longtemps marginalisés par les grandes puissances. La question centrale surgit alors. Que devient une économie quand elle cesse d'être pensée comme appendice d'un choc extérieur et commence à agir comme plateforme stratégique autonome? C'est dans cette bascule que se joue l'enjeu réel. Conserver l'initiative dans un monde où les cycles se raccourcissent grâce et où la compétitivité ne dépend plus seulement des coûts, mais de la capacité à saisir les fenêtres d'opportunité avant qu'elles ne se referment. Deux faits, révélés presque simultanément, ont bouleversé les observateurs. En moins de 30 jours, des chaînes d'approvisionnement construites sur 3 décennies se sont effondrées et l'Afrique a vu ses exportations non pétrolières grimper vers le seuil symbolique des 100 milliards. Ce double basculement a créé une brèche stratégique. Le vide laissé par la rupture sino-américaine s'est transformé en espace d'expansion pour des économies longtemps considérées comme périphériques. Dans cette dynamique, le rôle d'Ibrahim Traoré attire une attention particulière, non pas comme figure isolée, mais comme acteur inscrit dans un mouvement continental où le contrôle local devient l'axe central des négociations industrielles. Lorsque Washington a consolidé ses 300 milliards de dollars de tarifs contre Pékin, les flux maritimes ont dérivé vers de nouveaux points d'ancrage. Chaque conteneur redirigé révélait qu'un ordre logistique ancien perdait sa cohérence. Le Burkina Faso, le Ghana, le Niger et d'autres États du Sahel ont alors saisi un moment rare: transformer une crise mondiale en levier d'organisation régionale. L'approche consistait moins à occuper un vide qu'à redéfinir le rapport production-valeur, relier mines, ports et usines par un corridor pensé pour maximiser la capture de marges locales et stabiliser des emplois traditionnellement soumis aux fluctuations mondiales. Ce contexte marque la fin d'une croyance tenace, celle selon laquelle les nations africaines ne peuvent qu'absorber les chocs venus de l'extérieur. Les indicateurs de 2024 et 2025 montrent qu'au contraire, elles peuvent convertir ces chocs en trajectoires ascendantes: redémarrage industriel, ajustements fiscaux et émergence de conglomérats publics-privés capables de rivaliser avec les modèles d'intégration asiatiques des années 1990. Pour des millions de travailleurs, la transition n'a rien de théorique. Elle se mesure en salaires réguliers, en usines éclairées la nuit, en réseaux ferroviaires qui se remettent à vibrer. Et derrière ces signaux visibles se dessine une question plus profonde. Un continent peut-il, en quelques années seulement, réécrire sa place dans l'économie mondiale sans renoncer à son autonomie politique? Dans les premiers mois de la réorganisation commerciale mondiale, un acteur discret mais essentiel s'est imposé comme fil conducteur: les équipes techniques chargées d'opérationnaliser les corridors régionaux. Elles ne portaient pas de discours politique.
Elles manipulaient des plans ferroviaires, des bilans énergétiques et des projections de capacité. Leur rôle, souvent ignoré, consistait à transformer des annonces macroéconomiques en décisions concrètes. Où rouvrir une usine, quelles concessions reconvertir, quel port renforcer en priorité. Leur premier geste fut d'évaluer les goulets d'étranglement logistique qui freinaient la montée en puissance des exportations africaines. Dans plusieurs villes industrielles, les ingénieurs identifièrent des infrastructures dormantes, filatures abandonnées, raffineries partiellement opérationnelles, quais sous-utilisés, capables d'être réactivés en quelques semaines si les flux d'investissement suivaient. Ce diagnostic technique permit de stabiliser les premières chaînes de production reconfigurées, réduisant les délais et sécurisant les intrants dans un contexte mondial encore instable. L'impact se fit sentir rapidement. Des ateliers textiles recommencèrent à tourner, des centres logistiques adoptèrent des systèmes de suivi en temps réel, et des équipes de comptables établirent des tableaux de marge pour chaque lot exporté. Ce n'était pas seulement une renaissance industrielle, mais un changement de méthode. Chaque décision était indexée sur la valeur ajoutée locale, et chaque étape faisait l'objet d'un contrôle technique précis, gage de transparence pour les partenaires régionaux. Ce mouvement, encore embryonnaire, préfigurait la dynamique à venir, une montée en compétences collectives où la technique, plus que les slogans, devenait le véritable moteur d'une souveraineté en construction. Et la question essentielle, c'est ce qui s'est déjà, net et mesurable. Jusqu'où ces infrastructures réanimées peuvent-elles porter l'élan continental? Le basculement opérationnel commença par une série de décisions rapides, presque brusques, qui prirent de court les observateurs internationaux. Phase de Quiche-Roite. Lorsque les tarifs américains consolidèrent une rupture logistique avec la Chine, les entreprises cherchant des alternatives se tournèrent en urgence vers les corridors africains. Les ports de Tema et d'Abidjan virent affluer des cargaisons détournées de Shanghai, tandis que des filatures et ateliers autrefois fermés furent remis en service. Les gouvernements du Sahel, alertés par cette redistribution soudaine des flux, activèrent des groupes de travail mixtes pour absorber l'afflux industriel dès les premières semaines. Des ingénieurs établissaient des schémas de capacité, des comptables réalisaient des analyses de marge en continu, et les autorités douanières accéléraient les protocoles numériques pour éviter la congestion. L'impulsion était claire. Le continent n'allait pas se contenter d'accueillir la production. Il allait décider comment elle s'intégrait dans sa propre stratégie. Dans cette dynamique, un message formulé par Ibrahim Traoré circula largement parmi les décideurs. Capter chaque étape de la valeur ou ne rien capter du tout. Ce principe simple devint la grille qui guidait les premières négociations. Phase de climax. L'accélération industrielle fut brutale. Les exportations non pétrolières africaines passèrent de 72 à 94 milliards de dollars en un an. Ce n'était pas un miracle statistique. C'était l'effet combiné des réouvertures d'usines, de la stabilisation énergétique régionale et de la montée rapide en compétences techniques. Dans les zones franches, des milliers d'ouvriers reprirent le travail, formés en continu pour assurer une production conforme aux standards internationaux. Les chaînes logistiques évoluèrent en profondeur. Des navires modifièrent leur trajet. Des contrats furent écrits pour inclure des volets de transfert de savoir-faire, et les coentreprises imposèrent une règle nouvelle: participation nationale minimale de 51%. Cette exigence transforma la relation entre investisseurs étrangers et autorités locales. Elle imposa une méthode où l'intégration régionale primait sur l'extraction de valeur. Les économistes internationaux parlèrent alors d'un pivot silencieux, un changement profond sans rupture spectaculaire,
où les acteurs locaux réécrivaient patiemment les règles du jeu. Phase de répercussion. Lorsque la première vague d'investissement fut stabilisée, ses effets se propagèrent dans l'ensemble du corridor. Les petites entreprises locales commencèrent à fournir des pièces détachées, des services logistiques ou des solutions énergétiques modulaires. L'écosystème économique se densifia, soutenu par une planification plus cohérente que par le passé. Certaines multinationales protestèrent face aux nouvelles exigences de transparence et de réinvestissement. D'autres s'adaptèrent rapidement, attirés par la stabilité énergétique croissante et par la fiabilité des chaînes africaines, désormais prises en compte dans les projections des banques d'investissement. Dans les villes industrielles, la transformation devint visible. Les ateliers tournaient de nuit, les réseaux ferroviaires étaient rénovés tronçon par tronçon, et les salaires industriels augmentaient lentement mais sûrement. Ce moment ne ressemblait ni à un boom improvisé, ni à une bulle. Il formait une montée en puissance contrôlée. La question, alors, s'imposait avec une force nouvelle. Le continent saurait-il maintenir ce rythme sans céder au retour cyclique des dépendances anciennes? Le premier indicateur posé comme ligne de base était clair: 72 milliards d'exportations non pétrolières en 2024, un palier modeste mais stable qui décrivait les limites d'un modèle encore dépendant des flux extérieurs. Cette valeur servait de référence neutre pour mesurer les progrès réels du corridor. Le delta arriva l'année suivante, lorsque les exportations atteignirent 94 milliards, révélant un bond de capacité rendu possible par la réactivation coordonnée des usines et par la réduction des coûts logistiques régionaux. Ce chiffre montrait une amélioration interne mesurable et non un simple effet conjoncturel. Le troisième point de mesure provenait du secteur énergétique: 210 mégawatts de capacité hybride ajoutée au Niger et au Mali, une augmentation technique qui réduisait en moyenne de 15% les frais logistiques du corridor. Cette amélioration énergétique consolidait mécaniquement la fiabilité industrielle régionale. Autour de ces trois indicateurs, les analystes établirent un schéma de causalité. Plus de capacité énergétique entraînait moins de ruptures de production. Moins de ruptures stabilisaient les marges. Des marges stabilisées attiraient des coentreprises mieux financées. Les économistes qualifièrent cette dynamique de effet socle, un mécanisme où chaque amélioration technique renforçait l'ensemble du corridor. Les tableaux de suivi, mis à jour par des comptables régionaux, révélaient une progression méthodique. Les marges locales dépassaient parfois 40%, un seuil inédit dans des modèles historiquement dominés par la sous-traitance. Les ingénieurs observaient aussi une réduction du temps moyen de transport grâce aux micro-réseaux énergétiques hybrides qui sécurisaient les chaînes de production. Ces données chiffrées éclairaient une mutation profonde. La montée en compétences techniques n'était plus un objectif symbolique, mais une mécanique mesurable, inscrite dans chaque usine, chaque port et chaque site minier. Les coentreprises adoptèrent des clauses de formation obligatoires. Dans plusieurs villes industrielles, plus de 12 000 techniciens avaient été formés en 2025, selon les banques régionales. Leur rôle ne se limitait pas à opérer des machines. Ils devenaient les garants d'un modèle productif capable de résister aux fluctuations mondiales. L'énergie demeurait un pivot stratégique. Les centrales hybrides réduisaient la dépendance aux importations de carburant et stabilisaient la planification industrielle, ce qui, à son tour, attirait des flux d'investissement moins volatiles. Dans les projections, une amélioration énergétique régulière sur 5 ans pouvait encore abaisser de 20% les coûts d'exportation du corridor. L'ensemble formait un tableau cohérent, des chiffres modestes mais robustes qui racontaient la montée d'une souveraineté méthodique fondée sur la mesure et la répétition.
Chaque donnée ouvrait une autre question. Jusqu'où ce modèle peut-il étendre sa stabilité avant d'atteindre un plafond de capacité régionale? Et comment ce plafond devra-t-il être repoussé pour soutenir le rythme industriel déjà enclenché? Deux lectures opposées émergèrent lorsque les premiers résultats du corridor furent rendus publics. Le premier camp, majoritairement composé d'économistes occidentaux prudents, affirma que la montée en puissance africaine n'était qu'un écho mécanique à la rupture sino-américaine. Selon eux, la hausse des exportations et la réactivation des filières ne reposaient pas sur une base structurelle solide, mais sur une opportunité temporaire née du désordre logistique mondial. Il rappelait les cycles des années 1970. Expansion rapide suivie de chute brutale, incapable de résister au retour des grands producteurs asiatiques lorsque la situation internationale se normaliserait. Leur argument tenait en une phrase: un vide n'est pas une stratégie. Le second camp, plus ancré dans l'analyse des données récentes, voyait au contraire une transformation en profondeur. Pour ces observateurs, la diversification simultanée du textile, de l'or, de l'énergie et de l'agro-industrie révélait une dynamique plus robuste que ce que la mémoire historique laissait supposer. Il mettait en avant les nouvelles coentreprises structurées autour d'audits publics, de transferts de compétences obligatoires et de clauses de réinvestissement local. À leurs yeux, la montée progressive des marges locales, parfois supérieure à 40%, indiquait un changement de logique plutôt qu'un simple rebond opportuniste. La réponse la plus cohérente à ces positions contraires se trouvait dans les données mêmes du corridor. Les progrès ne reposaient pas sur un secteur isolé, mais sur une combinaison de facteurs: stabilisation énergétique, formation technique accélérée, exigence de participation nationale de 51% et réduction effective des coûts logistiques grâce aux nouvelles infrastructures hybrides. Ces éléments, attestés dans les rapports régionaux, formaient un socle que les cycles extérieurs seuls ne pouvaient expliquer. Ainsi, si la rupture sino-américaine fut bien le déclencheur, elle ne fut pas le moteur principal. Le moteur provenait de la capacité des États à convertir l'urgence mondiale en structure durable. Derrière ce débat se dessinait une question essentielle. La solidité d'un modèle ne se mesure pas seulement à son origine, mais à sa capacité à maintenir son rythme lorsque l'environnement redevient compétitif. Et c'est précisément ce que le corridor commençait à démontrer. Un signal discret a surgi. Il apparut d'abord dans les flux maritimes. Plusieurs navires, initialement destinés à l'Asie, changèrent d'itinéraire pour accoster dans les ports ouest-africains, révélant que la reconfiguration logistique n'était plus un simple ajustement mais un déplacement d'équilibre. Ce glissement silencieux montrait que l'Afrique ne réagissait plus aux chocs extérieurs. Elle devenait l'un des points fixes autour desquels se redessinaient les routes d'approvisionnement. Dans les réunions techniques organisées à Ouagadougou, les équipes présentèrent des modèles prévoyant une stabilisation durable des flux, compatible avec les nouvelles exigences énergétiques et douanières. C'est dans ce cadre qu'Ibrahim Traoré fut régulièrement cité. Son insistance sur la capture de valeur locale servait de fil conducteur aux décisions opérationnelles. Une étude interne montra que les chaînes africaines, désormais soutenues par des micro-réseaux hybrides et par une montée en compétences accélérée, pouvaient absorber une partie de la production délocalisée sans provoquer de goulot d'étranglement majeur. Ce pivot technique modifia la perception internationale. Les analystes comprirent que la question n'était plus de savoir si le corridor pouvait remplacer certaines lignes asiatiques, mais jusqu'à quel niveau il pourrait le faire sans perdre son autonomie méthodique. À partir de là, la reconfiguration cessa d'être une hypothèse et devint une trajectoire mesurable.
Les conséquences du basculement logistique et industriel se lisent désormais dans quatre sphères distinctes, chacune révélant une partie du déplacement de puissance enclenché depuis 2025. Pour les nations NN, la première transformation fut budgétaire. Les États du Sahel, longtemps dépendants d'importations coûteuses, devinrent exportateurs nets de produits transformés. Le Burkina Faso en offrait l'exemple le plus net, la progression vers des exportations annuelles comprises entre 8,6 et 12 milliards de dollars redéfinissait les marges de manœuvre fiscales. La dette publique se contractait, les budgets nationaux se rééquilibraient progressivement et les investissements publics reprenaient un rythme plus prévisible. Les gouvernements y virent une étape essentielle vers une souveraineté comptable où la dignité économique se mesure par la valeur produite localement, non par l'aide reçue. Du côté des entreprises DN, le changement fut plus abrupt mais tout aussi révélateur. Les compagnies locales, autrefois reléguées à des segments peu rentables, devinrent des pivots de production recherchés. Les coentreprises imposant 51% de participation nationale encouragèrent la montée en compétences internes, tandis que les multinationales adaptées aux nouvelles règles intégrèrent les chaînes africaines dans leur modèle de stabilité. Pour ces acteurs, l'Afrique cessa d'être un site de substitution pour devenir un fournisseur stratégique dont la fiabilité reposait sur des infrastructures modernisées, des audits publics réguliers et une énergie plus stable. Le repositionnement régional créa un environnement où la valeur ne s'extrayait plus mais se co-construisait. Pour les citoyens et en ND, l'impact se traduisit dans le quotidien. À Bobo-Dioulasso ou à Accra, les ateliers textiles alimentés par des micro-réseaux hybrides employaient des milliers de travailleurs, offrant des salaires plus réguliers et une visibilité nouvelle sur l'avenir. Les familles parlaient désormais d'exportation plutôt que d'aide internationale et les étudiants se détournaient des concours humanitaires pour rejoindre des cursus en logistique, comptabilité d'exportation ou robotique industrielle. Ici, l'économie n'était plus perçue comme une abstraction lointaine, mais comme une mécanique tangible où chaque geste, coudre, calibrer, charger, s'inscrivait dans une souveraineté quotidienne. Enfin, pour le continent, qu'avait la recomposition géopolitique devint un fait. Les États-Unis, voyant la fiabilité croissante du corridor, adoptèrent des dispositifs d'accès manufacturiers dédiés. La Chine convertit une partie de ses créances en participations industrielles, cherchant à sécuriser un espace où les règles devenaient plus strictes mais plus lisibles. L'Afrique apparaissait alors comme la seule région capable de transformer la rivalité sino-américaine en gain structurel. Dans ce contexte, la vision promue par Ibrahim Traoré, bâtir un modèle fondé sur la maîtrise locale plutôt que sur la dépendance, devint une référence citée dans plusieurs forums internationaux. Et derrière cette recomposition se dessinait une certitude. Le continent ne se contentait plus d'exister dans les interstices des grandes puissances. Il redéfinissait l'équilibre lui-même. Les 12 prochains mois formeront une zone d'incertitude maîtrisée, où trois trajectoires restent plausibles selon l'évolution des flux maritimes, des prix de l'énergie et du rythme d'intégration industrielle régionale. Le scénario de base repose sur une stabilisation des chaînes africaines autour des capacités actuelles. Les exportations continueraient de croître modérément, soutenues par l'énergie hybride, les coentreprises consolidées et les audits publics trimestriels. Les marges locales progresseraient lentement, mais sur une pente prévisible, tandis que les corridors logistiques absorberaient encore une partie de la production redirigée d'Asie. Ce scénario
préserverait l'équilibre sans accélération spectaculaire, mais sans rupture. Le scénario optimiste suppose une extension coordonnée des accords AES à plusieurs États supplémentaires et une amélioration continue des capacités énergétiques. Les exportations pourraient alors dépasser les seuils actuels, notamment grâce à l'intégration d'innovations locales et logiciels douaniers, pompes solaires, textiles connectés, capables de réduire davantage les coûts logistiques. Dans ce cas, les chaînes africaines deviendraient un pilier durable pour les entreprises cherchant à diversifier leurs implantations hors d'Asie, et le Sahel se positionnerait comme l'un des centres manufacturiers émergents les plus stables du monde. Le scénario critique, lui, se déclencherait si la demande mondiale chutait ou si un rapprochement sino-américain recentrait la production en Asie. Les prix pourraient reculer, affaiblissant les marges et provoquant un retrait partiel des investisseurs étrangers. Les États dépendants du corridor subiraient alors un effet domino, contraction budgétaire, ralentissement des embauches et pression accrue sur les infrastructures énergétiques. Ce scénario n'impliquerait pas l'effondrement du modèle, mais il exigerait une discipline industrielle forte pour éviter la reconstitution de dépendances anciennes. Entre ces trois chemins, une recommandation s'impose. Penser en termes de résilience plutôt qu'en courbe de croissance. La solidité du corridor ne dépendra pas uniquement de la demande extérieure, mais de la capacité à maintenir l'intégration régionale, la transparence contractuelle et l'investissement technique, même lorsque le cycle se retournera. Pour comprendre la portée réelle de la transformation en cours, il faut observer ce qu'elle signifie pour trois groupes d'Orat directement touchés par la réorganisation du corridor. Le groupe A, celui des entrepreneurs et des travailleurs, voit son environnement professionnel se redéfinir. Dans les ateliers textiles, les centres logistiques ou les unités de transformation agricole, la régularité des salaires et la montée en compétences créent un ancrage nouveau. Les dirigeants d'entreprises locales constatent que la transparence contractuelle et les audits publics renforcent la stabilité nécessaire pour investir dans des équipements plus performants. Chaque décision de production, même modeste, devient maillon d'une chaîne régionale plus cohérente. Le groupe B, composé des jeunes et de la diaspora, occupe une place singulière. Les nouveaux cursus en robotique, logistique ou comptabilité d'exportation leur offrent des perspectives qu'ils ne trouvaient auparavant qu'à l'étranger. Pour ceux installés hors du continent, les échanges professionnels, qu'ils prennent la forme de partenariats, de conseils techniques ou de transfert de compétences, deviennent des leviers concrets pour renforcer les filières en expansion. La mobilité intellectuelle prime sur la mobilité géographique, et cette redistribution modifie la façon dont la diaspora interagit avec les économies du Sahel. Le groupe C, celui des observateurs et décideurs étrangers, voit dans cette reconfiguration une opportunité plutôt qu'une menace. La stabilité du corridor, la clarté des règles et la montée en capacité énergétique créent un climat propice à des partenariats industriels mieux équilibrés. Les marchés les plus prudents reconnaissent que la cohérence institutionnelle et la transparence opérationnelle constituent désormais des indicateurs aussi cruciaux que les chiffres d'exportation. Deux pistes émergent pour ceux qui suivent cette transition. Privilégier les collaborations qui renforcent la valeur ajoutée locale. Intégrer la dimension énergétique comme un facteur central de viabilité industrielle. Pour transformer les acquis du corridor en un modèle pérenne, un plan structuré se dessine en 5 étapes concrètes. Étape 1. Inventaire des infrastructures. Chaque État de l'AES doit publier avant 2027 dans
Un relevé précis des infrastructures disponibles et des besoins industriels réels. Les responsables techniques collectent les données et le suivi se fait trimestriellement pour garantir la fiabilité. Étape 2. Formation et transfert de compétences. Des centres binationaux spécialisés en logistique et énergie solaire sont créés pour former les techniciens locaux. Le calendrier prévoit des sessions régulières et des indicateurs de progression précis. Nombre de techniciens certifiés et taux d'absorption des compétences. Étape 3. Clause de réinvestissement local. Tous les nouveaux accords commerciaux incluent une obligation de réinvestir au moins 15% des profits dans la région. Les audits trimestriels, supervisés par des comités citoyens, mesurent la conformité et évaluent l'impact économique réel. Étape 4. Autonomie énergétique. Les micro-réseaux hybrides, financés par les profits miniers, visent à réduire de 20% les coûts d'exportation en 2 ans. Les responsables énergétiques suivent la production, la consommation et l'efficacité pour ajuster la capacité en continu. Étape 5. Suivi et gouvernance. Ibrahim Traoré insiste sur la mesure des résultats. Taux d'emploi, salaire, scolarisation technique. Les indicateurs sont publiés et comparés à des objectifs préétablis afin de corriger le plan en temps réel. Ce parcours combine contrôle, transparence et montée en compétences locales. Il transforme chaque action en données vérifiables, chaque décision en levier de souveraineté économique. L'objectif est clair, faire de la production régionale un moteur autonome et durable, capable de soutenir la croissance et de résister aux fluctuations mondiales. Le soir, dans les salles de contrôle et les ateliers rouvertes, les gestes observés rappelaient la routine de P4. Les ingénieurs ajustaient les schémas ferroviaires, les comptables vérifiaient les marges et les équipes techniques coordonnaient la production. Cette répétition n'était pas monotone. Elle incarnait la continuité méthodique qui transformait une opportunité mondiale en souveraineté locale tangible. Au milieu de cette activité, Ibrahim Traoré apparaît comme le fil conducteur. Sa vision n'était jamais spectaculaire, mais toujours précise. Chaque décision, chaque ajustement devait contribuer à la stabilité et à l'autonomie du corridor. Il réaffirmait dans des briefings succincts que la valeur ne se mesure pas en annonces, mais en données vérifiables, et que la cohérence quotidienne forge plus que l'impulsion exceptionnelle. Dans ce contexte, la phrase suivante résume le point culminant de cette transformation. Chaque contrat compte, chaque geste construit. Elle condense l'expérience de milliers d'acteurs, les micro-décisions et les routines répétées qui, ensemble, redéfinissent la souveraineté économique. C'est ce mélange de discipline, de précision et de persévérance qui laisse une impression durable, une Afrique qui cesse d'attendre et commence à écrire son propre chapitre industriel à travers les mains, les machines et les calculs minutieux de ceux qui la font vivre. Aujourd'hui, chaque port ouvert, chaque usine rallumée et chaque corridor logistique renforcé témoignent d'un changement profond. Les symboles sont visibles: panneaux fabriqués en Afrique, containers chargés de produits finis, micro-réseaux énergétiques qui alimentent les villes industrielles. Ils représentent une nouvelle normalité où la souveraineté se mesure en actions concrètes plutôt qu'en discours abstraits. Pour le spectateur, l'opportunité se présente sous plusieurs formes. Entrepreneurs et techniciens peuvent tirer parti des infrastructures rénovées. Jeunes et diaspora peuvent contribuer par l'innovation et le transfert de compétences. Et décideurs étrangers peuvent s'engager dans un partenariat équilibré plutôt que dans la dépendance. Et la question qui se pose à tous ceux qui observent ce mouvement est simple, mais fondamentale. Sommes-nous prêts à mesurer la prospérité autrement, non par la possession, mais par la cohérence et la responsabilité partagée?
C'est à travers ce prisme que l'Afrique démontre sa capacité à transformer une crise mondiale en une plateforme durable de croissance et de dignité. Ce récit se clôt sans fanfare, mais avec une invitation claire.